Bonjour à tous, merci d'être là pour cette dernière présentation avant la keynote puis l'apéro. Alors aujourd'hui on est super ravis que vous soyez là parce qu'on va vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur aujourd'hui, comment le numérique exclut les gens. Alors qui sommes-nous ? Alors moi je me présente, je m'appelle Cécile Fred-Foucault, j'ai un nom imprononçable que je ne demanderai jamais de retenir. J'ai la particularité d'avoir un chat qui s'appelle Pixel, qui est une grande star. Je suis présente sur Twitter et je suis surtout designeuse. Du coup, Iris. Et moi, c'est Iris. Du coup, je suis une nerd du design. Du coup, ça fait designer dans l'abrégé. C'est pas une faute de frappe. Et du coup, c'est ma première conf, donc je suis en galère avec mon micro. Donc si à un moment vous m'entendez pas, faut me le dire. Et puis si à un moment je bafouille, il faudra m'excuser parce que je sors de ma zone de confort. Donc je viens vous parler aujourd'hui avec Cécile de Numérique Responsable. Et on est donc effectivement toutes les deux designeuses. C'est là-bas avec Pixel. C'est pas Pixel en fait qui bosse pour Octo Technologies, c'est nous en fait. Donc on bosse pour une ESN qui s'appelle Octo et qui est bien vénère en matière de numérique responsable. Et on fait toutes les deux parties en fait d'une équipe vraiment spécialisée du numérique responsable qui parle notamment d'accessibilité, d'inclusivité, tout ce qui est lié à la privacy, à l'éco-conception. Nous, la première chose dont on voulait vous parler, c'est de poser une petite question pour vous. La majorité de la population française est à l'aise avec le numérique. Qui pense que c'est vrai ? Vous pouvez lever la main. Vous n'avez pas l'air convaincu. Ah si, il y en a quand même. Ok. Qui pense que c'est faux ? Ouais. Ah merde, du coup les slides décollent plus après. Ah si, parce qu'on a enlevé le faux, donc c'est bon. Bon, non, ça marche pas. Donc effectivement, toutes celles et ceux qui ont levé la main, vous aviez raison. Aujourd'hui, interrogé dans le dernier baromètre numérique, seul un tiers de la population française se déclare à l'aise avec le numérique. Donc être à l'aise, c'est vraiment être en capacité d'être parfaitement autonome sur les outils numériques, qu'il s'agisse de matériel ou d'utilisation. L'autre tiers, qu'est-ce qu'il fait du coup ? Parce que s'il n'y a qu'un tiers, il nous manque quand même un petit peu une partie de la population française. Bah, il se débrouille. Ça va être typiquement ma maman, que je salue parce que normalement elle regarde. Elle se débrouille, elle est relativement autonome, mais quand ça se complique un petit peu, quand il y a une démarche un peu compliquée, quand il y a une mise à jour Windows 11 à faire sur l'ordinateur, en général, elle décroche le téléphone et elle m'explique que l'écran il est bleu et qu'elle ne sait pas où il faut aller après. Et le dernier tiers, celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est qu'il est complètement éloigné du numérique. Ça fait 35% de personnes, pour recontextualiser, parce que 35%, un tiers, ça parle pas trop. On a cherché un peu combien il y avait de gens à Bordeaux, 290 000 personnes d'après les internets. Je ne sais pas depuis combien d'après les syndicats, mais un tiers d'éloignés du numérique, ça fait 90 000 personnes qui sont éloignées. Ça fait quand même un paquet de monde. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va déprimer. Voilà. Et on vous emmener dans ce super pays qui s'appelle la déprimie. Donc on va vous emmener avec nous parce qu'en fait on va pas se mentir, on a vraiment, même si le numérique c'est quelque chose de formidable, ça permet beaucoup de choses, il y a quand même un petit côté assez pourri sur le numérique, le web, et on exclut des choses. On va pas vous parler de dark pattern et on va vous parler d'exclusion involontaire parce qu'en fait on part du principe qu'en fait on va pas exclure parce qu'on est des gros connards, désolé, parce qu'on le fait exprès et que c'est souvent des erreurs qui sont involontaires. Donc voilà, l'idée c'est de vous parler vraiment de l'exclusion involontaire. On va commencer à parler d'exclusion par le handicap. Donc, je ne sais pas combien en proportion vous êtes de designers ou de développeurs dans la salle, mais ce n'est pas que seulement une affaire de contraste. Je ne sais pas si vous avez assisté aux autres conférences qui parlent de handicap aujourd'hui, mais on va s'étendre un petit peu dessus. Pour bien commencer, une définition du handicap d'après l'ONU. Bon, j'ai un peu la flemme de vous la lire en entier. Ce qu'on peut retenir de cette définition-là, c'est que la notion de handicap, elle évolue. Elle n'est pas la même aujourd'hui que la définition qu'on en avait il y a 20 ans. Et très important pour les Nations Unies, toute discrimination liée au handicap nie l'intégralité de la personne humaine. Ça, c'est le grand principe. Alors, ça fait partie de toute une convention qui fait des dizaines d'articles que je vous épargnerai, mais qui sera en source de la présentation. Et puis, parce qu'on est la France et qu'on fait cocorico, nous aussi, on fait des trucs. Il y a une loi qui existe. Alors, je crois que quelqu'un a posé la question à une précédente conférence. Elle date de 2005, cette loi. On est en 2000... Combien ? 23 ? 22 ? 23 bientôt. Faites le calcul. Ce qui est intéressant avec cette définition, c'est qu'elle recontextualise un petit peu tout ce qui est question de handicap. Parce que, effectivement, on va y revenir. On s'imagine souvent pour le handicap des personnes en fauteuil roulant. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Le handicap, ça peut être cognitif, permanent, temporaire, psychique. Voilà, il peut y avoir plein de formes de handicap. À partir du moment où on est invalidé, ça pose un vrai problème. Et je trouve que cette définition se répond bien effectivement entre le fait que ce soit quelque chose d'évolutif et quelque chose qui puisse un peu toucher n'importe qui.
C'est ça qui est intéressant. Et là, on va vous mettre une photo d'exemple. Alors, elle a le problème, la particularité de ne pas être très inclusive. On y reviendra. On y reviendra. Mais en fait, sur cette photo, alors, on a une personne qui est en fauteuil roulant, donc c'est un handicap lié à la mobilité. Et en fait, sur la photo, on a 3 autres personnes qui sont en situation de handicap, mais ce n'est pas elle. Parce qu'elle, elle a peut-être galéré pour arriver dans cette salle-là, parce qu'il ne devait pas y avoir de porte assez large ou d'escalier, mais elle n'a pas de problème. Son handicap ne l'empêche pas d'utiliser un ordinateur, d'avoir accès au numérique. Par contre, on a le petit monsieur là-bas, qui est daltonien, comme à peu près 8% des hommes en France, par exemple, et donc comme beaucoup de développeurs. Vous avez aussi du coup le sosie d'Hélène de Généresse qui du coup n'a pas le français en langue native. Du coup, elle va avoir une situation liée à la compréhension. Et enfin, nous avons ici en haut, il est quelqu'un qui a une tendinite. Donc, utiliser la souris, c'est très compliqué. Il navigue essentiellement au clavier. Alors, quand ça ne marche pas le site au clavier, c'est un peu galère. Et même taper avec une seule main, c'est très handicapant. Et en fait, ce qui est vraiment, faut comprendre avec le handicap, c'est qu'il y a plusieurs temporalités. On peut être en situation de handicap temporaire. La tendinite, à un moment donné, ça se guérit en théorie. Et on va avoir des choses qui sont de l'ordre de permanence. On est daltonien, on est daltonien à vie. On va avoir aussi du coup des handicaps situationnels, parce que le handicap de ne pas comprendre le français correctement, par exemple, c'est situationnel au fait d'être dans une situation où les gens parlent en français, où il faut lire du français. Ça marche aussi avec l'anglais, etc. Donc vraiment, le handicap, ce n'est pas juste quelque chose qui est inscrit dans le temps à un instant T, uniquement. C'est quelque chose qui est vraiment, chaque situation peut provoquer des situations de handicap différentes suivant les personnes et les contextes. Et ce qu'il faut surtout aussi prendre en compte, c'est que 20% de la population française, donc 20%, c'est 20 personnes sur 100, c'est 2 personnes sur 10, sont en situation de handicap permanent. Et sur ces 20%, 80 sont invisibles. On représente souvent le handicap par quelqu'un qui est en fauteuil roulant, mais la majorité des personnes, ça ne se voit pas sur leur visage, sur le front. Et si un jour, on va pas vous demander de vous dénoncer parce que ça ne nous regarde pas, parce que ce sont vos données personnelles, mais par contre, on se retrouve tous en situation de handicap. Alors là, j'ai un exemple, c'était en l'été 2019, j'étais au Japon, c'est Osaka, la gare d'Osaka, et j'ai dû prendre un train. Alors j'avais un problème de langue, parce que je ne comprends pas, je ne parle pas le japonais, et en plus, je ne comprenais pas la signification des signes. Résultat, j'ai loupé mon train. Et j'ai loupé mon train, j'ai même fait mieux, j'ai pris le mauvais train. Moi, je pense qu'il fallait une PlayStation, en fait. Sinon, tu pouvais pas prendre le train. Et alors là, on a un autre exemple qui se passe quand même un petit peu plus en France, qui est un exemple d'un collègue à nous de chez Octo qui a voulu choisir son film dans le train. Donc, basse connexion, pas moyen d'afficher les images en ouvrant Amazon Prime. Bon, à part ces deux-là, mais il avait peut-être envie de regarder autre chose. Donc voilà, pas d'image, pas de bras, pas de chocolat, pas d'image, pas de film. Voilà. Et là, il ouvre Netflix. Et qu'est-ce que fait Netflix? Alternative textuelle aux images. Ça a l'air de rien comme ça, mais alors déjà, lui, ça lui a permis de choisir son film et de sélectionner ce qu'il avait envie de visionner, même en basse connexion, même quand les images ne se chargent pas. Mais imaginons une personne en situation de malvoyance. La synthèse vocale, là, elle fait rien. Elle fait bonjour. Éventuellement, elle va dire Prime Vidéo, série, film, enfant. Et après, il va y avoir des trucs. Alors que là, effectivement, sur Netflix, même un synthétiseur vocal peut permettre de lire les alternatives textuelles. Ça a l'air de rien, mais ça fait une grosse différence en matière d'accessibilité à l'information. Et ça, c'est un truc important avec l'accessibilité. C'est garantir le même niveau d'information à toutes et tous, quel que soit leur contexte d'usage. Alors, on a un petit peu parlé de handicap. On va parler d'inclusivité maintenant. Parce qu'effectivement, il y a quand même un distinguo à faire entre le handicap et l'inclusivité. On en a un petit peu parlé déjà pendant les keynotes et les différentes conférences de la journée. C'est quoi la différence? L'inclusivité, c'est un petit peu plus proche du design éthique. Vas-y, roule, il y a une définition qui devrait s'afficher. Voilà. Là où effectivement l'accessibilité va davantage se concentrer sur les situations de handicap, l'inclusivité va adresser la personne humaine sous toutes ses formes, quelle que soit son ethnie, son background culturel. C'est son genre, son identité de genre. C'est vraiment ne plus voir les personnes comme des serments marketing, mais comme des humains.
Alors ça a l'air plein de bons sentiments, c'est cool, on est potes et tout. Ça va bien se passer parce que les internets c'est inclusif. Non, les internets c'est pas hyper inclusif. On a déjà eu quelques exemples, mais un que j'aime particulièrement, c'est la dernière fois que j'ai essayé d'ouvrir un compte en banque. Je suis allée chercher et j'ai trouvé ça comme image sur le site. Je me suis pas sentie hyper représentée. Déjà parce que j'ai pas les moyens d'habiter dans un truc où il y a la Tour Eiffel à côté, perso. Enfin, j'ai quand même les moyens d'habiter en proche banlieue parisienne, mais ça, non. Deuxièmement, je porte pas de béret. Franchement, si vous voyez un béret, juste non, quoi. On sait que c'est un touriste. Les gens qui ont des bérets, c'est les touristes. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle me dit d'autre, cette image, blague à part? Bah, que je suis une personne blanche, vite fait racisée, mais hétérosexuelle, en couple, et que j'ai quand même un niveau de revenu suffisamment élevé pour avoir les moyens d'ouvrir un compte en banque dans un endroit où il y a la Tour Eiffel. Je ne sais pas si vous voulez me trouver le prix du mètre carré à côté de la Tour Eiffel, mais voilà, il faut quoi. Et qu'est-ce qu'elle me dit, la banque, si je suis entrepreneur? Parce qu'elle fait double combo. Ça, c'est pour les particuliers, ça, c'est pour les entrepreneurs. Bah, je suis une femme, en fait. Et je me reconnais pas trop dans ce jeune cadre dynamique, une quarantaine d'années. Pauvre et celle. Et alors, la question que ça pose, c'est où sont les personnes âgées? Où sont les personnes racisées? Où sont les LGTB, voilà, je savais que j'allais me ramasser là-dessus, vous avez compris. Où sont les femmes, dans le cas des entrepreneurs? Et en fait, ça, c'est éventuellement un problème de positionnement de marque. Et on a des chiffres, parce qu'il y a des études qui ont été menées, notamment chez Google, dans un bouquin qui s'appelle Building Inclusive Products, où effectivement, une grande majorité de personnes interrogées disent qu'elles se sentent effectivement plus proches d'une marque qui représente leur identité de genre, leur identité culturelle. Donc pour les personnes afro-américaines, par exemple, c'est 70% de personnes. Ça fait quand même pas mal de monde. Mais ça va un petit peu plus loin, l'absence d'inclusivité. Je ne sais pas si vous aviez suivi ce truc qui était devenu très viral sur les internets. C'est un distributeur de savon qui ne reconnaît que les mains blanches. Voilà, je vous laisse mesurer le kiff. Les personnes à peau à pigmentation plus foncée n'étaient pas reconnues par le distributeur de savon. Donc une feuille de papier blanche, ça allait. Une main blanche, ça va. Une main plus foncée, ça va pas. Et alors, encore une fois, je vais le redire plusieurs fois, je pars du principe que les personnes qui ont conçu ce distributeur de savon ne sont pas des personnes racistes qui se sont dit qu'elles allaient refuser la propreté à certaines catégories de personnes. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, et c'est ce que dit l'article dont est extraite cette photo, c'est qu'il y a un problème dans la tech, il n'y a pas assez de représentativité des différents profils. Dans l'article, on trouve des chiffres qui sont de chez Google en 2017, 1% de personnes afro-américaines chez Google, 3% de latinos, 40% d'asiatiques, plus de 50% de personnes blanches. Et il y avait aussi des mixed races, mais c'était pas très précis sur ce que c'était. Et ça pose des problèmes, parce qu'effectivement, s'il y avait eu une personne racisée dans cette équipe qui a conçu ce distributeur, elle aurait peut-être attiré l'attention sur ce problème. Ou alors s'il y avait eu des personnes de couleur au moment des tests, ce serait ressorti. Sauf que y a eu un trou dans la raquette, et on se retrouve là aujourd'hui avec un produit qui est mis sur le marché, alors qu'il ne répond pas aux usages. Et on va vous parler en fait d'un truc qu'on aime tous faire, tous remplir, les formulaires. Et les formulaires, le monde merveilleux des formulaires, c'est souvent la première chose, le premier contact qu'on va avoir en tant qu'usager, en tant qu'utilisateur avec un service et un produit. Et les formulaires, du coup, c'est rempli d'exemples c'est dur à dire, d'exclusion de la population, des personnes. Et on va raconter du coup on va montrer déjà, alors ça c'est, on est vraiment désolé, mais en même temps, ils cherchent. La SNCF, on les aime. Mais en fait, la raison pour laquelle on montre cet exemple, c'est parce qu'ils ont une situation de quasi-monopole, et du coup, nous, si on veut se déplacer, on n'a pas le choix que d'utiliser ces formulaires-là, que de prendre un train sur le site de la SNCF. Donc, pas de bol. Et là, en fait, on a un formulaire où il demande le genre. On a Madame, Monsieur. Obligatoire, donc on est obligé de répondre. Mais du coup, ça ne prend pas en compte les personnes qui sont non-binaires, les personnes qui sont, par exemple, en pleine transition. Et en fait, il faut savoir que d'après un sondage IFOP, en 2020, il y a à peu près 22% des 18-30 ans qui se considèrent comme non-binaires. Et ça, alors qu'en 2018, on était à 6%. Donc on a un cas d'usage qui est éloigné de la réalité. Et moi, c'est vraiment ce formulaire-là qui m'énerve à un plus haut point, parce que
à chaque fois, il est en erreur parce que je ne viendrai même pas à l'idée de devoir donner cette information. Je ne comprends pas qu'on me demande cette information-là pour acheter un billet de train. Donc, à chaque fois, j'ai une erreur. Et où ça allait assez loin, parce que ça paraît anecdotique, c'est qu'il y a même des associations qui ont porté plainte contre la SNCF en 2020 pour qu'ils retirent cet élément-là du formulaire. Il n'y a pas eu de suite, on n'a pas trouvé de suite à l'article, mais en tout cas, la SNCF n'a pas bougé. C'est des captures d'écran qu'on a fait cette semaine. Là, par exemple, en exemple un peu plus inclusif, on a Mappy qui demande la même chose, mais il rajoute non spécifié, et surtout, ce n'est pas obligatoire. Ce qu'on peut faire également, c'est se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette donnée? Est-ce qu'on a vraiment besoin de demander leur genre? En quoi connaître le genre du conducteur de la voiture peut aider le produit? Je ne pense pas. Et du coup, on va aussi vous raconter une petite histoire. On va vous raconter l'histoire de Cédric. Cédric O. Alors c'est un truc c'est un peu un running gag qui revient depuis quelques années. On parle de Cédric O parce que il galère un peu. Et nous, on a voulu lui prendre un train, un billet de train, parce qu'il a le droit de voyager. Donc Cédric O veut prendre le train. Et, capture d'écran, on l'a fait la semaine dernière, celle-ci, et on a un message d'erreur qui dit que le format de nom est incorrect. Alors on ne sait pas quel format est attendu, par ailleurs, mais il ne peut pas, du coup, prendre le train. Alors on n'est pas trop vache, du coup on allait regarder en face. On allait chez Trainline. Bon, il ne peut toujours pas acheter de train. Par contre, on sait que son nom de famille doit avoir 2 lettres minimum. Donc, on pense qu'on va l'appeler Cédric O, ou Cédric O, ou Cédric O. À vous de choisir. Mais du coup, le pauvre, il ne peut pas prendre le train. Et ça, en fait, pourquoi c'est ça? Parce que tout simplement, il y a peut-être quelqu'un... Bon, personne ne s'est posé la question de se dire est-ce qu'il y a des personnes qui ont un seul nom? Une seule lettre à leur nom? Moi, j'ai un peu aussi l'hypothèse qu'on veut surprotéger de la donnée et du coup, on rajoute plein de validateurs pour être sûr d'avoir des données cohérentes, pour éviter les erreurs. Mais du coup, on se retrouve. Et cet exemple-là, on a plein, notamment pour les villes. Il y a plein de villes, il y a la ville Y qui existe, et il y a des formulaires où on ne peut pas chercher la ville Y. Vous chercherez, c'est un article Topito avec les 10 villes avec les noms les plus courts de France, c'est complètement absurde. Il y a Y, E, O, Oz. Et alors donc on a parlé, c'était plus de l'exclusion par le contenu, et là on parlait un peu plus d'exclusion technologique, parce qu'en fait quand ça veut pas, ça veut pas. Et du coup on parle d'exclusion technologique. Nous la première chose qu'on s'est dit, on va aller regarder les zones blanches. Alors on a trouvé un super site qui est totalement addictif. Vous pouvez aller voir, c'est le site de l'Arcep. C'est génial. Vous allez pouvoir regarder tous les endroits où vous avez vécu, où vous voulez partir en vacances, regarder la couverture réseau. Et ce qui est plutôt bien, c'est que tous les opérateurs se targuent d'avoir 95% de zones couvertes en 4G, mais ils n'ont pas tous les mêmes couvertures. Donc si par exemple vous êtes chez Bouygues, vous avez un endroit où vous n'êtes peut-être pas capté, alors que chez Orange, donc on se retrouve souvent en couverture réseau très faible, à fonctionner en edge, voire pas du tout, ce qui pose problème notamment dans des endroits, par exemple, il y a des écoles. À ça, vous allez rajouter du coup les personnes, par exemple, qui n'ont pas spécialement, qui n'ont pas internet ou d'ordinateur. Du coup, ils vont devoir se rendre dans une médiathèque, dans un lieu. Donc ça aussi, ce qui implique de pouvoir être mobile, donc avoir accès à un transport en commun, etc. Donc ça pose vraiment, c'est la couverture à 95%, mais c'est totalement perceptible et c'est cause d'exclusion. Et on a un autre problème, histoire d'enfoncer encore un peu plus le clou, parce que là, on a parlé de couverture réseau, mais on peut parler d'exclusion par le matériel. On a aujourd'hui... Alors, c'est aussi une problématique d'éco-conception. Je le dis tout de suite, on ne va pas trop en parler, parce que sinon, ce serait un spin-off de la conf. On pourrait encore tenir 1 heure dessus. Mais on a des sites, on a des jeux, on a des applis qui sont de plus en plus gourmands, de plus en plus chouettes, au demeurant. Ça fait des beaux sites, mais qui sont hyper énergivores. Ça va plus avec les devices qu'on a en fait. On a des gens qui sont en situation d'exclusion matérielle parce qu'ils ont des appareils qui sont obsolètes. Alors ça date d'il y a quelques années. Moi je me souviens de gens qui me disaient « Ah j'ai mis à jour mon iPhone, il marche plus. » Ok, merci. Cool. Merci iPhone. Parce qu'en fait la mise à jour de l'iPhone faisait que l'appareil était inutilisable parce qu'il tenait pas la charge en fait. C'était de la mise à jour de l'OS, c'était trop lourde pour l'appareil. Du coup, rachète-toi un iPhone. Quand on voit ce que ça coûte, on se dit que quand même c'est un peu limite. Et ça, c'est une problématique d'exclusion et une problématique d'éco-conception. C'est des problématiques qui sont voisines.
Il y a des gens qui essaient de faire un petit peu du rétropédalage et de faire des sites moins énergivores pour s'assurer que ce soit compatible avec le plus d'appareils possible. Mais ça, c'est un problème de professionnels du web. On a tous d'excellents devices, des bons ordis pour développer, et on ne se rend pas compte que les gens qui vont utiliser nos outils ne sont pas forcément aussi équipés que nous. Moi, je l'ai eu ce problème-là avec des gens avec qui je bossais, qui développaient sur des écrans comme ça, et j'ai fait ouais, et justement sur un iPhone 4S 320 pixels, ça marche comment ton truc? Ah, je sais pas. Va falloir qu'on aille vérifier. Et ça, c'est un vrai problème, effectivement, d'avoir des gens qui sont exclus par le matériel, parce que ça a des conséquences. Enfin, des gens exclus. Enfin voilà, si vous avez suivi jusque-là, ça va. On a des gens exclus. Alors, on va vous donner quelques chiffres qui sont à recontextualiser. Parce que suivant les actions que doivent faire les utilisateurs et les usagers, ils ont des exclusions un petit peu différentes. Alors, pendant le confinement, on a presque 90% des personnes interrogées qui se débrouillaient sans problème pour communiquer et échanger avec leurs proches. Là-dessus, ça va. Une messagerie, c'est des usages qui sont assez qu'on a adoptés. Par contre, pour le suivi scolaire, on a 36% des personnes qui ont dû se faire accompagner ou qui ont simplement juste laissé tomber. Et ça a posé un autre problème, c'est que tout le monde n'a pas 4 ordinateurs chez soi. Donc faire le suivi scolaire, c'était un petit peu compliqué pour le confinement. Et en fait, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que ces moyennes, plus on est dans une partie de la population défavorisée, issue, moins on est diplômé, plus on est âgé, et plus on a des problématiques face aux outils du numérique. Et c'est assez paradoxal, en fait, ce truc-là. Parce que c'est les personnes qui sont les plus dépendantes d'aide sociale qui sont, en général, les plus précarisées. J'ai un niveau de revenu qui est absolument correct, on va dire. Je suis développeur dans une grande ESN. J'ai 2 téléphones, un pro, un perso, 4 ordi à la maison, une télé connectée, peut-être même une enceinte Google. Déjà, j'ai pas forcément besoin de passer par le site de Pôle emploi ou le site de la CAF. Et puis, quand bien même j'aurais besoin d'y aller, je vais traîner des pieds, je vais râler, je vais dire que c'est mal branlé, mais je vais y arriver. C'est quelque chose que j'ai ressorti en entretien l'autre jour. Quelqu'un qui m'a dit « Bon, c'est compliqué, mais bon, je suis un geek, ça va, je me débrouille. » Je suis en situation de précarité. J'ai un smartphone, et que un smartphone, parce que je n'ai pas d'ordi, parce que oui, ça arrive, il y a des gens qui n'ont pas d'ordi. Je dois faire une démarche. Dans une zone sans couverture réseau, voilà, on va vraiment enfoncer la personne. Je dois aller sur le site de la CAF. Je dois faire une démarche parce que j'ai besoin d'une aide sociale, j'ai besoin du RSA. Je vais être beaucoup plus emmerdée pour faire ma démarche que quelqu'un qui a 4 ordi à la maison. Et en plus de ça, je ne vais pas être outillée pour faire la démarche parce que je ne suis pas habituée au numérique. Je ne suis pas habituée à la grammaire d'Internet. Je ne sais pas comment fonctionne une interface. Donc je vais être extrêmement perdue. Déjà qu'une démarche administrative, c'est compliqué, parce que cocorico la France, on aime compliquer les démarches administratives, mais on rajoute une surcouche de complexité avec le numérique. C'est quand même un peu triste. Et c'est aggravé, effectivement, par cette tentation au solutionnisme technologique de « il y a un problème, on va faire une appli ». Et ça, c'est peut-être un truc que vous avez déjà entendu, et ça, c'est un truc qui me rend dingue. Il y a un problème, ma solution, je vais faire une appli. Pourquoi une appli? Je sais pas, genre Instagram, c'est une appli. Oui, et donc c'est bien d'avoir une appli. Oui, mais pourquoi? À qui tu veux rendre service? C'est qui tes utilisateurs? Je sais pas, ils ont genre 40, 40, 50. Est-ce qu'une appli, c'est la meilleure solution? Je dis pas qu'il faut arrêter de faire des applis. Je dis pas qu'il faut arrêter de faire des sites. Je dis juste qu'en fonction des publics à qui on s'adresse, c'est pas forcément la solution la plus pertinente. Et on a pris cette habitude de résoudre les problèmes par le numérique, en laissant des gens de côté, qui sont peut-être les gens à qui on voulait s'adresser dès le départ. Donc, problème. Et aujourd'hui, on ne voulait pas juste râler, on s'est aussi posé des questions, on s'est demandé comment on en est arrivé là. Donc on a demandé à notre ami le charroux, et lui, du coup, avec son air grognon, il nous a proposé plusieurs solutions, plusieurs hypothèses en tout cas. Déjà, ce qu'on a ressorti des études et tout qu'on a lu, c'est qu'on a un manque flagrant de formation, et de formation de tout le monde, des usagers comme des professionnels du numérique. Et notamment des jeunes, parce qu'on a cette idée préconçue que tous les jeunes, ceux qui sont nés dans les années 2000, sont nés avec le téléphone dans la main, qui savent se servir du numérique, il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est que les vieux qui n'arrivent pas à se servir du numérique, et ça, c'est totalement faux.
Il y a eu c'est des études qui sont globalement assez récentes, c'est 2021, qui dit qu'en gros, on a sur un jeune sur 5 a au moins une incapacité numérique. Et qu'est-ce qu'on appelle du coup, qu'est-ce qu'on rentre dans cette notion d'incapacité numérique? C'est on a 4 niveaux de compétences qui ont été identifiés par l'INSEE. Donc la recherche d'informations, être capable de communiquer, être capable de se servir des logiciels, et de la résolution de problèmes. Et à ça, on va rajouter toutes les problématiques aussi liées à la privacy, au RGPD, qu'on ne maîtrise pas, et du coup, on devient on peut facilement victime de ça. Et ça pose vraiment des problèmes, parce que là, il y a le témoignage du site. Alors, c'est des chiffres aussi qu'on a sortis d'un article du Monde, je vous conseille, vous aurez les liens, c'est vraiment intéressant, qui dit en fait qu'il y a des gens qui sont restés 6 mois sans allocation de la CAF, parce que, impossible, ils ne réussissaient pas à remplir le formulaire. 6 mois sans argent, c'est compliqué. On a aussi un problème de connaissance des professionnels de ce que ça veut dire l'accessibilité. Alors, je vous laisse pas que lire parce que je me dis qu'il y a des personnes qui peuvent pas lire l'écran, je vais lire aussi. Donc, chose que j'ai trouvée sur les mentions légales d'un site de l'État, que je ne nommerai pas parce que j'ai pas envie de leur faire de mauvaise pub. Le ministère, ainsi que l'hébergeur, s'efforcent de permettre que les internautes puissent avoir accès en continu au site. Donc, ça disait que c'était accessibilité non conforme. Néanmoins, le ministère se réserve le droit de ne pouvoir garantir l'accessibilité à son site internet et à l'ensemble des téléservices proposés en cas de force majeure avec une faute d'orthographe, panne, intervention technique de maintenance. La responsabilité de la ne saurait être engagée. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que pour eux, l'accessibilité, c'est garantir que le site il soit en ligne 24 heures sur 24. C'est pas ça l'accessibilité. Enfin, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a un souci là. Et évidemment, l'idée, c'est pas de troller ce site-là. Il y a des gens qui, soit ne savent pas ce que c'est que l'accessibilité, soit ils pensent savoir ce que c'est que l'accessibilité. On a des chiffres sur les devs, je suis désolée, on n'en a pas pour les designers, mais ça doit pas être beaucoup plus reluisant, voire même pire. 62% des développeurs déclarent ne pas connaître la réglementation en matière de RG2A. Je rappelle, la loi date de 2005. 49 personnes interrogées ne connaissent pas le cadre légal de l'accessibilité numérique. Bon, c'est vrai qu'après, le cadre légal, c'est pas super, mais on a quand même 30% de personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'accessibilité numérique. Dans les professionnels du web. Là, on ne parle pas du grand public. Donc, je vous ai mis ce mème que je trouve très, très drôle. Tu continues d'utiliser le mot accessibilité, mais je ne pense pas que ça veut dire ce que tu penses que ça veut dire. Et effectivement, chez les designers, c'est pas beaucoup plus brillant. Quand on parle à un designer de faire accessible, il va dire « Oui, non, mais j'ai fait attention au contraste, c'est bon ». Non, le travail du designer sur l'accessibilité va beaucoup plus loin. Ça n'est pas que la responsabilité du développeur, c'est une responsabilité qui est commune. Et en fait, chez les designers, en fait, moi, je donne des cours en Master 2 et j'ai des étudiants en Master 2 donc, qui ont fait 5 années d'études dans le design qui n'ont jamais entendu parler d'accessibilité. Donc moi, ça me fait bondir, mais on arrive à ce genre de situation. On vous le montrer, moi je vous parlais de matériel parce que j'aime beaucoup cracher sur matériel depuis maintenant 3 ans. Et notamment, pourquoi? Parce qu'en fait, matériel, c'est une librairie qu'on utilise beaucoup. Là, je vous ai mis une capture d'écran, c'est l'implémentation d'Angular. C'est matériel Angular qu'on utilise beaucoup et qui contient du coup des problèmes d'accessibilité visuelle. Le premier, alors pareil, c'est sourcé, vous avez les liens vers la documentation de ça, c'est que les text fields en fait, sont confondus par les utilisateurs pour des titres et des séparateurs. En fait, ils ne voient pas que c'est un input, que c'est un élément de formulaire qu'ils doivent répondre. Deuxième souci, et là par pitié, c'est un appel à l'aide, un appel que je vous lance, ne mettez jamais de placeholder dans vos formulaires. On a peur du vide, le vide c'est bien. Parce que le problème d'avoir le placeholder par défaut rempli, c'est que votre utilisateur, et moi c'est chose que j'ai vu clairement en test utilisateur et en observation d'usage, et ben en fait, les utilisateurs pensent que le champ est rempli et saisi. Donc, ça déclenche des erreurs. Erreurs, frustration, abandon, etc. Donc, faites attention. C'est un exemple parmi tant d'autres qu'on a trouvé pour montrer que ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qu'on doit reproduire exactement. Ce n'est pas parce que c'est Google qui le fait que c'est nécessairement bien. L'idée, après, normalement, ils sont censés faire une mise à jour de ça, c'est censé s'améliorer, mais il faut prendre un petit peu de hauteur et de recul vis-à-vis de ce qu'ont font les géants du numérique. En parlant de géants du numérique. Voilà. Et là, moi, j'ai lu, c'est quelque chose que j'ai lu il y a quelques temps dans un article Epsilon, et ça m'a fait bondir. Et j'ai appris en lisant cet article-là qu'entre 2014 et 2018, il n'y a pas eu de femmes recrutées chez les développeurs, chez Amazon, ou à tout poste un peu prestigieux, tech, où il faut
Voilà, bref. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils se sont servis d'une IA, qui n'avait pas grand-chose d'intelligente apparemment, pour faire le tri des CV. Et c'était basé sur les données des développeurs existants, dans lesquels il y avait très peu d'hommes. Donc, par défaut, l'IA supprimait les CV des femmes, parce qu'elles ne correspondaient pas au profil, alors qu'elles étaient... voilà, c'est vraiment sur la base du genre. Encore une fois, on ne dit pas que quelqu'un a dit à l'IA « tu vas virer toutes les femmes de chez Amazon parce qu'on n'en veut pas ». De la même manière, cette capture d'écran d'une IA qui ne reconnaît qu'un visage blanc et pas un visage noir, la personne ici est une chercheuse du MIT afro-américaine qui, quand elle retire le masque blanc, n'est plus reconnue par sa webcam. Le problème n'est pas que quelqu'un a dit à l'IA « tu ne reconnaîtras que les blancs ». Le problème, c'est qu'on ne donne pas assez de données diversifiées aux IA et qu'elles reproduisent les biais qu'on induit. On donne des jeux de données qui ne sont pas suffisamment complets aux IA pour qu'elles puissent faire leur travail. En tout cas, vraiment, je pars du principe que personne n'a dit à l'IA ce genre d'horreur. Mais en tout cas, on donne ce genre d'informations erronées et l'IA les reproduit en les démultipliant. Là où ça pose problème, c'est quand on commence à utiliser les IA pour faire de la prédiction de criminalité ou pour allouer des allocations. On a des cas documentés d'IA qui ont commis des erreurs magistrales en reproduisant nos biais de conception et nos biais cognitifs. Et vu qu'on en parle, vous avez vu, la transition est subtile, on va parler de biais de conception. Parce qu'effectivement, il y en a des biais dans ce qu'on fait. Parce qu'on est humain, on n'est pas parfait, et les biais, ça nous permet de prendre une décision plus vite. Et d'arriver à répondre à une situation qui peut être parfois une situation d'urgence. Donc on arrive à une conclusion qui est erronée en ayant pris quelques raccourcis mentaux, parce que sinon c'est un peu difficile de prendre une décision. On vous en a listé 3, vous les connaissez peut-être, c'est ceux qui font le plus de dégâts. Le biais de confirmation. Si je vous dis un truc avec lequel vous êtes déjà d'accord, ça aura plus de valeur que si c'est un truc avec lequel vous êtes en désaccord. C'est basique, ça marche hyper bien. On en a un deuxième. C'est le biais d'autocomplaisance. Tout simplement, c'est « Ah oui, mais moi, mes biais cognitifs, je les connais, je me fais pas avoir ». Alors celui-ci, moi, je l'aime beaucoup. C'est vraiment, on a souvent une haute estime de soi-même et ça nous empêche, ce biais nous empêche de prendre de la hauteur et aussi de remettre en question nos propres pratiques. Parce que de toute façon, je ne suis pas biaisée parce que j'ai connaissance de mes biais. Moi, je suis designer, les biais, c'est un truc, je connais ça, c'est par cœur, je ne me fais pas avoir. Et pour finir, 2 biais, genre vraiment qui sont ultra bien. Moi, j'ai déjà entendu des gens, quand je revenais avec des résultats de tests utilisateurs, qui disaient « ça va pas là, ça coince, les gens ils se plantent ». Mais ils sont cons les gens. Non. Alors, peut-être, mais non. Chacun de nous est un expert de lui-même. Et en fait, on a tendance, c'est le biais de projection et le biais de faux consensus, à penser que les gens savent ce qu'on sait et ne savent pas ce qu'on ne sait pas. Et du coup, à penser qu'on fait partie d'une majorité silencieuse. C'est particulièrement aggravé par le biais de confirmation quand on est entouré de gens qui pensent comme nous. On pourrait en parler des heures par rapport aux réseaux sociaux et aux bulles informationnelles. Mais ça, c'est très très dévastateur. Parce que du coup, toute ta vie qui vient perturber ce biais-là va nous mettre dans une situation de supériorité vis-à-vis de l'autre et de dire « mais non, mais ça c'est évident. Pourquoi tu le sais pas ?» Parce que je sais pas pourquoi je sais pas les choses. Mais c'est évident, tout le monde sait se servir d'un GPS pour s'orienter. Tout le monde sait utiliser Google Maps dans la rue. Pas tout le monde. Et on voulait dire un warning. Les biais cognitifs, c'est utile. Moi, je tendance à dire que si on n'avait pas de biais cognitifs, on se ferait bouffer par le vélociraptor. Parce qu'en fait, prendre des décisions, c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et les biais cognitifs, ce sont des raccourcis que fait notre cerveau par l'apprentissage de centaines d'années d'évolution, qui nous permettent de prendre des décisions rapidement. Si on n'avait pas de biais cognitifs, on ne serait même pas sorti de notre lit le matin. On ne pourrait pas être capable de mettre un pied devant l'autre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est utile. Et c'est vrai que ce qu'on vous dit là, c'est pas de devenir des humains parfaits de pure logique et de rationalité comme Spock. C'est pas possible. Ce qu'on dit, ces biais cognitifs-là, c'est ce qui nous rend humains, c'est ce qui nous rend plus créatifs, plus résilients, plus drôles. Ce qu'on dit juste, c'est faites-y attention. Posez-vous la question de est-ce que je suis pas un petit peu en train d'être dans un biais de confirmation ? Ayez une posture plus humble vis-à-vis des gens avec qui vous travaillez. Et enfin, le troisième volet de cette présentation, qui se termine bientôt, c'est on se fait aussi du coup, on voudrait vous donner quelques outils sur comment évoluer, comment faire changer les choses.
Et la première chose, se re-questionner. On vient d'en parler avec les biais. Avoir une posture humble vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. La seule certitude qu'on peut avoir, c'est d'être dans le doute. Alors pas un doute anxiogène, en mode « Oh mon Dieu, si je m'étais trompé ». Non, un doute plutôt épistémique, en mode « Je remets en question mon point de vue, je remets en question ce qui est avancé ». Un bon moyen de se poser une bonne question. Alors déjà, les designers ont ce réflexe de se dire pour qui est-ce qu'on conçoit ? À qui est-ce que intrinsèquement on souhaite rendre service ? Moi, j'ai envie de pousser le truc un peu plus loin, de renverser la vapeur et de dire qui est-ce qu'on oublie ? Spontanément. Alors évidemment, on va dire spontanément à qui ? Comment je pourrais penser à qui j'ai oublié ? C'est extrêmement difficile. Ça demande un effort conscient de se rappeler des personnes qu'on a oubliées. Parce que ne pas savoir qu'on ne sait pas quelque chose qu'on ne sait pas, c'est pas forcément évident. Et pour ça, il y a des bonnes questions à se poser, effectivement, de se dire qui est-ce que j'oublie dans ma conception ? À qui va s'adresser mon produit ? Est-ce que le produit qu'on est en train de concevoir risque de mettre des personnes en situation de fragilité ? Est-ce qu'on s'adresse à des populations à risque ? Est-ce qu'on a pensé à tous les utilisateurs ? Est-ce qu'on a pensé aux cas extrêmes de personnes en situation de handicap ou en situation de contrainte ? Et ça, c'est un bon exercice à faire, effectivement, d'aller échanger. Un bon moyen de sortir de cette zone de confort et de s'ajouter des contraintes, parce que c'est extrêmement difficile, j'insiste dessus, de penser aux choses qu'on a oubliées, c'est d'utiliser le Microsoft Design Toolkit, enfin le Microsoft Inclusive Design Toolkit, qui justement va vous donner des petites cartes pour ajouter des situations de contraintes quand vous êtes en train de bosser. Parce qu'effectivement, parfois, on a tendance à bosser en chambre, devant son ordi, on oublie un peu qu'il peut y avoir des personnes, effectivement, qui vont utiliser, je sais pas, notre téléphone en courant sous la flotte, en traînant une valise derrière eux, et en trouille de louper le train parce que c'est le jour de la grève de la SNCF. Par exemple, hein. C'est un exemple complètement sorti du hasard qui n'a aucun lien avec la vie réelle. Et bien ça va être une situation de handicap cognitif parce qu'on est à moitié attentif à ce qu'on fait, situationnel parce qu'il flotte sur le téléphone, et je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'utiliser le téléphone quand il pleut, mais c'est vraiment pas pratique. Donc ça, ces petites cartes vont vous permettre justement de créer ce genre de contraintes et de se rappeler au moment où vous allez concevoir « Ah oui, il faut que je pense à ça. Et tiens, et si j'essayais d'utiliser mon truc avec une seule main, qu'est-ce qui se passerait ?» Et en ajoutant en fait toutes ces personnes-là, qui sont la diversité de la personne humaine, vous allez en fait concevoir pour des personnes spécifiques un peu extrêmes, mais ça va servir à beaucoup plus de personnes que ça. Et en fait, ces éléments de contrainte que vous allez pouvoir les utiliser dans les personas. Alors, un persona, c'est une représentation, c'est un archétype en fait d'un utilisateur. Et c'est juste qu'on crée à partir de vraies données qu'on a cherchées sur le terrain, qu'on a fait des études, et pas parce que le chef a décidé que notre cible était un homme blanc de 45 ans qui habite à Paris et qui travaille à la Défense. Ça, c'est des vraies expériences, des vrais retours que j'ai eus. Et vous allez du coup faire ce qu'on va appeler du coup des personas en situation contrainte. Donc par exemple, vous allez avoir votre persona et vous allez lui dire que lui, c'est quelqu'un qui est daltonien. Donc ça va vous obliger à vous poser la question, est-ce que si quelqu'un qui est daltonien arrive à se servir de mon produit ? Vous pouvez rajouter quelqu'un par exemple qui vit dans un endroit où on est en zone blanche. Du coup, est-ce qu'il arrivera à utiliser mon service en connexion très faible ou sur un device qui a 10 ans ? Par exemple. En fait, on n'est pas omniscient, on ne peut pas se souvenir de tout, on ne sommes pas parfaits, et heureusement qu'on n'est pas obligé de se souvenir de tout. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre en place, de se donner des outils qui vont nous aider et qui vont nous aider à penser, à y penser. C'est vraiment, et ça, c'est des outils qui sont utilisés du coup par toute l'équipe et voire à l'entreprise. Et on a une petite demande à vous faire, donc je vous présente Pixel. Puis tout bête, si vous voulez par exemple, vous avez tous fait des photos, des tweets aujourd'hui, et un truc très bête à faire, c'est simplement d'écrivez factuellement votre photo. Donc il y a un petit tuto, vous avez ça, c'est pareil sur LinkedIn. Vous avez un petit alt et vous faites dessous la description. Et ça va permettre aux personnes qui utilisent des lecteurs d'écran d'avoir accès au contenu. Aux personnes qui sont pareilles en connexion basse, etc. Et un peu, en fait, ça permet à tous d'avoir le même niveau d'information. Et ce qui est super important quand on parle d'accessibilité et d'inclusion, c'est que, alors désolé pour le langage, l'accessibilité, c'est vraiment la même merde pour tous. Donc on doit donner factuellement et on ne donne pas des informations supplémentaires. On est vraiment factuellement. La personne quelqu'un qui est voyant et quelqu'un qui utilise un lecteur d'écran doit avoir la même information, quelle que soit sa qualité. Alors, un dernier outil pour vous pousser à simplifier vos contenus et vos sites. Vous vous souvenez de ça ? C'est un bon souvenir, on aime bien. On a tous réactivé un trauma collectif, là.
Attestation de confinement. En 2 semaines, il y a eu quoi, 4-5 versions, parce qu'à chaque fois, le gouvernement a rajouté... Bon, je vous la fais courte, hein, c'était le bordel, c'était compliqué. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une version simplifiée de cette attestation? Est-ce que vous connaissez ça? Ça, c'est une attestation qui était aussi disponible sur le site du gouvernement. C'est un truc officiel de l'État. Ça s'appelle une attestation en français facile à lire et à comprendre. Le FALC. C'est originalement destiné aux personnes qui souffrent de troubles de l'attention ou de handicap cognitif. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Je pense que même pour les forces de l'ordre qui contrôlaient, c'était plus simple, en fait. Alors, la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous eu ça? Je ne sais pas. Mais ça existe. Et le FALC, en fait, c'est un truc qui est assez facile à utiliser. Il y a un guide, encore une fois, vous l'aurez dans les sources. Si vous deviez retenir que 5 trucs de ce guide, je vous les ai résumés. Utilisez des mots simples, pas de jargon technique, pas de trucs compliqués. Phrase courte, une phrase, une idée. C'est hyper dur, hein, parce que nous, les Français, on aime bien tartiner. Toujours utiliser un pictogramme associé au texte, en pensant aux alternatives textuelles, si vous avez suivi. Clarifier la mise en page, faire de l'information clairement identifiable. Un titre, c'est gros, un sous-titre, c'est un peu moins gros, un sous-sous-titre, c'est pas rien. Enfin, vous avez compris la logique. Et aller au message essentiel. Et ça, c'est un message qui s'adresse davantage peut-être éventuellement aux porteurs de projets, aux PO, aux rédacteurs, aux UX writers, aux UX designers. Allez à l'information essentielle en premier. Vous n'avez pas besoin de tartiner tout un verbiage si vous êtes juste dit « je sors acheter des carottes, merci, au revoir ». Ça, c'est le FALC. Vous aurez des liens, ah ben ils sont là. Voilà. Et alors, on voulait pas vous faire une espèce de liste à la Prévert d'outils. Parce qu'il y en a plein. Ce qui est formidable quand on parle d'inclusion, d'accessibilité, etc., c'est que c'est hyper documenté. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de gens qui font des recherches là-dessus. Donc, vous avez le lien. Nous, on a commencé à agréger une bibliothèque de liens. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous les communiquer, qu'on va pouvoir ajouter. Vous pouvez contribuer. Voilà, donc c'est vraiment, vous avez plein de choses. Moi, j'adore, moi, ce que j'adore, ce que je trouve ça très pragmatique, très pratico-pratique, c'est les requests. Vous avez les notices accès de web, vous avez un super site sur l'accessibilité. Il y a vraiment plein de choses. Je vous incite à aller jeter un coup d'œil, à lire ça le soir avant de dormir. C'est documenté depuis très longtemps, effectivement. Voilà. On a le RG2A, le fameux national, qui vient juste d'être refondu pour être plus compréhensible et plus facilement applicable. Mais effectivement, comme le disait Cécile, vous avez les checklists d'Upcast, vous avez le site Design Accessible, qui est orienté du coup spécifiquement pour les UX designers, avec des cases à cocher en mode est-ce que j'ai pensé aux alternatives textuelles, est-ce que j'ai pensé à ci, est-ce que j'ai pensé à ça. Tout est là. Voilà. Mais notre premier outil, et ça on voulait terminer là-dessus, c'est vous. Vous êtes là, vous nous avez écoutés, j'espère que c'était pas trop barbant. Vous êtes les premiers moteurs de ce travail. Et c'est pour ça qu'on est hyper contente que vous soyez là aujourd'hui. Vous allez peut-être en parler à des gens dans votre taf qui n'ont peut-être pas pu venir à la conférence, ou alors vous allez partager, #abonnez-vous à bdx.io. Vous allez partager ce message-là, et c'est à partir de vous, à partir de votre travail, que ça va se répandre et que ça va s'améliorer. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement contente que vous soyez ici, alors qu'il y a d'autres confs super en plus. Donc vraiment, merci à vous d'être là aujourd'hui. Et voilà. Merci beaucoup. On tenait aussi beaucoup à remercier les personnes qui nous ont aidés, notamment nos collègues de l'équipe design responsables, qui peut-être nous regardent d'ailleurs, qui nous ont beaucoup aidés et avec lesquels on travaille au quotidien. Et voilà. Et on voulait aussi remercier nos mamans et vos mamans sans qui personne ne serait là aujourd'hui. Merci. Voilà. Et je suppose qu'on a à peu près 4 secondes pour des questions. Donc parlez vite. Voilà. Mais accessible, avec des phrases courtes. On est là ce soir, donc avant qu'on ait trop bu, vous pouvez venir, on peut échanger et tout, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on aille tous voir la keynote et boire l'apéro? Bonjour, merci pour la présentation, c'était top. J'ai une question, je ne sais pas s'il y a de réponse à ça. Comment on fait pour convaincre le PO que c'est utile de penser et d'inclure l'accessibilité? Les chiffres. Alors, tu as combien de temps? Parce qu'on pourra en parler un moment. Je fais la réponse courte, les chiffres. Enfin, je ne sais pas si je suis la seule dans ce cas, mais... alors, moi, la réponse que j'ai souvent, c'est non, mais il n'y a personne chez nous, enfin, dans nos clients, et on n'a pas besoin.
Alors, une citation d'une collègue à nous de chez Octo, c'est « Est-ce que tu es prêt à perdre 40% de ton chiffre d'affaires ?» Parce qu'on a parlé des 20% qui sont en situation de handicap durable. 40%, c'est tous les handicaps temporaires. Est-ce que tu es prêt à perdre 40% de ton chiffre d'affaires? Et là, tu fais « Ah oui !» Alors, quand tu es du service public, ça marche moins bien. En général, le service public, c'est « Bah oui, mais c'est la loi, c'est obligé. » On va avoir des sanctions. Et ça commence à tomber. Parce qu'effectivement, depuis 2005, comme en France, c'est un peu un sport national de gruger la loi, on s'en est pas vraiment occupé. C'est vraiment très très triste. Mais ça commence à tomber. Il commence à y avoir, Cécile le citait avec la SNCF, des plaintes d'associations d'usagers, d'associations de consommateurs, d'associations comme Stop Homophobie, qui tombent à la CNIL pour non-respect des données personnelles. Il commence à y avoir des plaintes pour l'accessibilité aussi. Donc ça commence à tomber et ça commence à piquer sa mère. Donc il va être temps de s'y mettre. Puis même, on peut aussi poser la problématique d'éthique, à quel point on a envie d'être éthique dans notre travail, dans notre métier. Moi, des fois, je trouve ça un petit peu facile de dire « Ouais, mais mon chef, mon PO, mon client, il n'est pas d'accord ». Il y a une grosse partie, on n'a pas besoin de demander l'autorisation, on n'a pas besoin de demander l'autorisation de faire un bouton accessible, par exemple. Donc, il y a aussi à quel point on est, pour moi, c'est mes convictions personnelles, à quel point on est consciencieux dans notre travail, à quel point on est capable aussi de se remettre en question et de dire qu'on ne sait pas et de chercher l'information. Voilà. Et puis amène-le à la prochaine conf BDX.io. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions? Non. Bah, merci beaucoup. Merci, bravo.